Pour moi, Obélix a toujours porté un pantalon à rayures rouges. J'étais absolument certain que l'ancien maire de notre ville était décédé il y a plusieurs années. À ma décharge, on avait donné son nom à une salle de sport municipale, ce qui renforçait encore cette impression. Pour moi, c'était un hommage posthume, une façon de garder son souvenir vivant, et je n'avais jamais remis cette idée en question. Un jour, je me suis retrouvé à acheter un livre qu'il avait écrit, dans l'intention de l'offrir à mon père. Au moment de passer à la caisse, la dame m'a demandé avec un sourire si je voulais qu'il me le dédicace. Je me souviens de la surprise qui m'a traversé, je l'ai même fixé un instant, persuadé qu'elle s'était trompée. Puis, sous mes yeux, comme dans une mise en scène étrange, l'ancien maire est apparu de derrière un rideau. Il marchait d'un pas tranquille, visiblement en pleine forme, et s'est installé à une table pour signer les exemplaires. Mon esprit refusait presque de l'admettre, car je gardais en mémoire son nom gravé sur le fronton du gymnase et les conversations autour de sa disparition. Je me tenais là, le livre serré entre mes mains, incapable de comprendre comment quelqu'un que je croyais mort depuis longtemps pouvait surgir si simplement devant moi, comme si rien ne s'était jamais passé. Je me souviens de façon très nette que Les Indestructibles 2 étaient sortis seulement 2 ou 3 ans après le premier film. Le premier étant de 2004, j'avais alors acheté le DVD en Blu-ray ainsi qu'un t-shirt pour l'offrir à mon père à l'occasion de la fête des pères, et pour moi c'était bel et bien le deuxième film de la saga. Je me rappelle encore du sentiment de fierté en lui offrant ce cadeau, convaincu de lui donner quelque chose de spécial qu'on venait tout juste d'attendre après le succès du premier. Puis, avec le temps, ce souvenir s'est rangé dans un coin de ma mémoire et je n'y ai plus repensé. Des années plus tard, en 2018, je découvre que Les Indestructibles 2 est enfin annoncé comme une nouveauté. J'y suis allé au cinéma et dès les premières minutes, j'ai été frappé d'un immense sentiment de déjà-vu. Chaque scène me paraissait connue, chaque dialogue sonnait familier, et je savais à l'avance ce qui allait se passer, comme si je l'avais déjà regardé intégralement. Cette expérience m'a totalement dérouté car je n'avais aucun doute sur le fait d'avoir déjà vu ce film bien avant. Pour me rassurer, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur quelque chose d'encore plus étrange. Sur le site de Best Buy, l'affiche du DVD montrait qu'il avait déjà été vendu et même marqué comme en rupture de stock alors que, officiellement, le film n'avait même pas encore quitté les salles de cinéma. Je me souviens très clairement d'avoir découvert un jour que le logo de Carrefour cachait une flèche entre le C et le R. Pendant des années j'étais persuadé que ce détail avait toujours fait partie du dessin et que c'était justement ce qui rendait le logo si unique. J'en avais même parlé à des amis en leur disant que c'était malin de leur part d'avoir glissé une flèche pour symboliser le mouvement et le choix. Pourtant, quand j'ai appris que ce n'était pas le cas à l'origine et que cette flèche n'avait jamais été là de la façon dont je m'en souvenais, j'ai eu l'impression que ma mémoire me jouait un tour. J'ai revu mentalement mes souvenirs d'enfance, quand j'allais faire les courses avec ma famille, et je revois encore le logo sur les sacs, sur les vitrines et même sur les tickets de caisse. Dans mon esprit, la flèche était évidente, impossible à rater. C'est comme si je l'avais toujours vue, et aujourd'hui encore, même en regardant le vrai logo, j'ai du mal à me convaincre qu'elle n'a jamais existé. En 1979, mes parents m'ont emmené à New York et j'ai un souvenir qui ne m'a jamais quitté. Nous étions dans une rue animée et j'ai vu un immense panneau publicitaire pour des cigarettes qui soufflaient réellement de la fumée. Je me rappelle être resté là à le regarder fasciné, voyant les ronds de fumée se former dans l'air et traverser la rue. Ils étaient si réguliers qu'ils semblaient toujours frapper la même fenêtre de l'immeuble d'en face, et je me souviens avoir pensé qu'il suffirait d'ouvrir cette fenêtre pour que la fumée entre directement dans l'appartement. C'était une image marquante, une de ces curiosités urbaines qui s'impriment dans l'esprit d'un enfant. Des années plus tard, je regardais une émission sur New York et on y évoquait justement ce panneau publicitaire. La présentatrice expliquait que l'affiche du Camel avait soufflé de vrais ronds de fumée, et elle ajoutait que beaucoup de gens pensaient se souvenir de l'avoir vu en fonctionnement, alors qu'en réalité il avait cessé de marcher en 1966. J'ai été sidéré,
car j'avais la certitude de l'avoir vu en 1979, presque 15 ans après sa disparition officielle. Troublé, j'ai fait mes propres recherches et j'ai découvert qu'effectivement, selon toutes les sources, cette installation avait été arrêtée bien avant ma visite. Il y a cet étrange souvenir collectif autour de l'émoji du voleur. En réalité, il n'a jamais existé, et pourtant je pourrais jurer qu'il faisait bien partie de la liste des émojis disponibles. Dans mon esprit, l'image est très nette, un petit personnage avec un masque noir sur les yeux, une casquette sombre et parfois même un sac rempli de butin sur l'épaule. Quand j'en parle avec d'autres personnes, elles décrivent exactement la même chose, comme si nous partagions tous le même souvenir d'un symbole absent. Ce qui est troublant, c'est que je me revois très clairement l'utiliser dans certaines conversations, comme une manière amusante d'illustrer une blague sur un vol ou un petit larcin. Aujourd'hui, quand je parcours la liste complète des émojis sur mon téléphone, il n'y a rien qui s'en approche vraiment. Les seuls pictogrammes vaguement liés au crime sont des menottes ou des symboles génériques, mais aucun ne correspond à cette image précise que j'ai en tête. Cela donne une impression bizarre, comme si un détail familier de notre quotidien numérique avait été effacé sans explication. Je reste convaincu que nous ne sommes pas nombreux à partager ce souvenir par hasard, et cette sensation d'avoir tous vu et utilisé un emoji inexistant reste l'un des effets Mandela les plus déroutants pour moi. L'effet Mandela qui me perturbe le plus est celui de Georges le petit curieux et de sa supposée queue. Quand nous étions enfants, mon frère et moi regardions souvent le dessin animé. De mon côté, j'étais passionné par les animaux, et je me souviens très clairement avoir été contrarié par le fait qu'on appelait Georges un singe alors qu'il n'avait pas de queue. Dans ma tête, il était évident qu'un singe devait en avoir une, sinon il fallait plutôt parler d'un grand singe ou d'un autre primate. C'était une réflexion que je me faisais en silence, presque à chaque épisode, mais je n'en parlais pas parce que, finalement, c'était juste Georges le petit curieux et que ce détail ne changeait rien à l'histoire. Des années plus tard, lorsque mon frère m'a parlé des effets Mandela, nous avons commencé à comparer nos souvenirs. En arrivant à l'exemple de Georges, nous nous sommes mis à discuter vivement de ce fameux détail. Moi, j'étais catégorique, il n'avait jamais eu de queue. Mon frère, lui, affirmait avec la même certitude qu'il en avait une. Nous avons donc décidé de vérifier ensemble, persuadés que l'un de nous allait devoir admettre son erreur. Et là, surprise totale, en regardant les images officielles, Georges n'a effectivement pas de queue. Ce souvenir reste troublant, car nous avons grandi côte à côte devant les mêmes épisodes et les mêmes livres, et pourtant nous en gardons deux versions totalement opposées. C'est cette contradiction entre deux mémoires partagées qui rend l'histoire étrange. Comment se fait-il que deux enfants ayant regardé le même personnage pendant des années en arrivent à se souvenir d'une caractéristique aussi simple de manière différente ? Toute ma vie, j'ai toujours cru que les reins se trouvaient dans le bas du dos. C'est ainsi qu'on me l'avait expliqué, et c'est aussi l'image que je me faisais quand on parlait de douleurs rénales ou de coups dangereux portés à cet endroit. J'ai grandi avec cette certitude, au point de poser naturellement ma main sur la région lombaire si quelqu'un évoquait ses reins. Pourtant, récemment, en consultant des schémas médicaux et même de simples images sur Internet, j'ai découvert qu'ils sont en réalité situés plus haut, juste derrière la cage thoracique, protégés par les côtes. Ce décalage m'a profondément dérouté, comme si l'anatomie elle-même avait changé. Je me souviens d'avoir entendu des adultes dire de faire attention aux coups portés dans le bas du dos, car c'était dangereux pour les reins, et j'ai même en mémoire certains manuels de biologie à l'école où les dessins me semblaient confirmer cette idée. Maintenant, face à cette évidence visuelle et scientifique, j'ai la sensation étrange que mes propres souvenirs me trompent. C'est comme si j'avais vécu toute ma vie avec une image fausse inscrite dans mon esprit, et la confrontation avec la réalité actuelle me laisse un sentiment de décalage difficile à expliquer. Le masque funéraire de Toutankhamon est pour moi l'un des effets Mandela les plus marquants. Toute ma vie je l'ai vu représenté avec un cobra sur le front, un seul symbole clair et imposant. Pourtant aujourd'hui, il est présenté avec un cobra et un vautour, censé représenter l'union de la Haute et de la Basse Égypte. Cette différence me déstabilise profondément,
car je suis persuadé d'avoir vu une version différente. Je me rappelle avec une précision absolue l'exposition de 2005 au Field Museum de Chicago. J'étais devant cette pièce magistrale, je me souviens de l'émotion de me retrouver face à une icône de l'histoire égyptienne, et dans mon souvenir il n'y avait que le cobra. Ce détail était net, frappant, et j'ai toujours gardé cette image comme une certitude. Pourtant aujourd'hui je découvre qu'à cette époque le masque n'était même pas présent dans l'exposition de Chicago. Cela seul me laisse sans voix, comme si une partie de mon vécu avait été effacée ou réécrite. Quand j'ai entendu parler de cette controverse, j'ai cru pouvoir prouver facilement que ma mémoire était juste. Je savais que j'avais acheté un t-shirt lors de cette visite, une reproduction fidèle du masque funéraire, et je l'avais gardé toutes ces années. Après avoir fouillé dans mes vieilles affaires, je l'ai enfin retrouvé. Mais au lieu de confirmer mon souvenir, il a renforcé le mystère, le dessin montrait bel et bien le cobra et le vautour, exactement comme aujourd'hui. Ce qui me trouble le plus, c'est l'affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. La raison est simple, c'est un sujet que j'ai découvert par hasard à l'adolescence, en tombant dans une sorte de spirale de recherche. Je m'étais intéressé à cette histoire justement parce que le bébé n'avait jamais été retrouvé, et qu'il existait des théories selon lesquelles il aurait pu survivre. Le fait que ce soit l'enfant de Charles Lindbergh, une personnalité aussi connue à l'époque, rendait l'affaire encore plus fascinante. Dans mon esprit, c'était devenu un cold case emblématique, un mystère irrésolu qui marquait l'histoire américaine. J'ai un souvenir très clair de soirées passées à lire des articles, à consulter des documents, à essayer de comprendre comment une affaire aussi médiatisée pouvait rester sans conclusion. C'est pour cela que, des années plus tard, j'ai ressenti un véritable choc en découvrant que tout ce que je pensais savoir était faux. Le bébé avait été retrouvé mort, assassiné, et l'enquête avait abouti à un procès et une condamnation. Je relisais ces informations avec une incompréhension totale, comme si l'histoire avait changé en cours de route. D'habitude, avec d'autres effets Mandela, j'arrive à accepter que ma mémoire est transformée de petits détails ou des éléments visuels, mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'un logo ou d'un mot mal retenu. C'est une affaire criminelle célèbre, sur laquelle j'avais passé du temps et que j'avais intégré comme un exemple frappant de mystère historique. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à concevoir que mon souvenir puisse être aussi précis et en même temps aussi éloigné de la réalité documentée. Je suis convaincu que chaque effet Mandela provient de voyageurs temporels qui ont modifié quelque chose dans le passé et qui ont ainsi changé le présent. Reste à savoir si ces interventions étaient volontaires ou si elles se sont produites par accident. Quand j'y pense, il me semble presque logique que des altérations de la réalité puissent être la conséquence d'actions menées bien avant notre époque, des gestes apparemment anodins mais qui auraient eu des répercussions immenses au fil du temps. Ce qui me trouble le plus, c'est de me dire que si c'est bien cela, alors nous vivons peut-être dans une version de l'histoire qui n'était pas censée exister à l'origine. Chaque souvenir qui ne correspond plus au monde actuel pourrait être l'ombre d'une réalité effacée, un vestige d'un chemin que notre univers aurait autrefois suivi. Et si ces changements sont réellement causés par des voyageurs temporels, cela voudrait dire que notre perception du temps n'est pas linéaire mais fragile, manipulée, comme une trame que l'on peut retisser encore et encore. Parmi tous les souvenirs qui me semblent décalés par rapport à la réalité, celui de la fée Clochette est le seul qui me laisse complètement perplexe. Depuis mon enfance, je me rappelle très clairement une scène où elle apparaissait au début des films de Disney, volant autour du château puis touchant la pointe de la tour avec sa baguette magique pour faire jaillir une pluie d'étincelles. C'était une image si nette dans mon esprit que je la considérais comme une évidence, presque comme un rituel qui annonçait le début de chaque dessin animé. Pourtant, quand j'ai commencé à revoir ces introductions des années plus tard, cette scène que je croyais avoir gravée dans ma mémoire semblait ne jamais avoir existé. Tout ce que je retrouvais, c'était le château illuminé par des feux d'artifice, mais sans trace de la petite fée que j'attendais avec impatience. Je restais longtemps devant l'écran, persuadé d'avoir raté un détail, en revenant en arrière encore et encore, mais rien n'y faisait. Cette impression de souvenir absent me trouble encore aujourd'hui, car je revois presque la silhouette de Clochette tracer une traînée lumineuse dans le ciel,
comme si c'était un morceau de mon passé qui s'était détaché de la réalité. Je suis plus âgé et pour moi l'effet Mandela le plus marquant reste la mort de Nelson Mandela. Je me souviens très clairement d'un reportage à la télévision, alors que j'étais encore enfant, qui annonçait sa mort. J'entends encore les adultes en parler autour de moi, comme si c'était un événement important qui les avait tous touchés. À cet âge-là, je n'avais aucune raison de connaître ce personnage, je ne savais pas qui il était ni pourquoi son nom comptait autant, mais cette scène est restée gravée dans ma mémoire parce qu'elle a eu un impact émotionnel fort sur les gens qui en parlaient. Je me souviens que je venais d'apprendre ce que signifiait la mort, probablement peu de temps après la disparition de Monsieur Hooper dans l'émission Sesame Street. J'essayais alors de comprendre ce que signifiait le deuil et pourquoi les gens pouvaient être profondément affectés par la disparition de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas personnellement. En voyant les journalistes parler avec gravité de Mandela, j'ai compris que cet homme devait avoir une importance énorme, même si son rôle m'échappait totalement à l'époque. C'est sans doute pour cela que cette image est restée si vive dans mon esprit. Des années plus tard, découvrir que Mandela était toujours vivant et qu'il n'était décédé qu'en 2013 a été un choc. Je me souviens très clairement d'avoir vu un film dans les années 90 avec l'acteur Sinbad qui jouait un génie enfermé dans une lampe magique. Je me revois dans le salon de ma maison d'enfance, assis sur le vieux canapé beige, la télévision allumée, et ce film diffusé un après-midi de week-end. J'étais fasciné par son costume extravagant, avec un turban coloré et une tenue qui brillait presque à l'écran, et je me souviens qu'il aidait deux enfants à réaliser leurs vœux tout en provoquant une série de situations amusantes et parfois émouvantes. Ce souvenir est tellement net que je pourrais encore décrire certaines scènes, comme un moment où les enfants trouvent la lampe dans un grenier poussiéreux, ou encore une séquence où Sinbad, en génie maladroit mais attachant, essaie de comprendre comment fonctionne le monde moderne. Pourtant, en grandissant, j'ai appris que ce film n'a jamais existé. On m'a répété qu'aucun film nommé Shazam avec Sinbad n'a été produit, et chaque fois que j'entends cela, j'ai l'impression qu'une partie de ma mémoire me trahit. C'est comme si une page entière de mon enfance était devenue un mystère insoluble, et je reste persuadé d'avoir vu ce film qui semble s'être effacé de la réalité. En 1972, j'ai vécu mon tout premier effet Mandela, et il m'a marqué à jamais. Un matin, depuis la fenêtre de ma chambre, j'ai vu une église apparaître là où il n'y avait jamais rien eu auparavant. Je vivais dans une toute petite ville, je connaissais chaque bâtiment, chaque rue, chaque détail du paysage par cœur, et je peux affirmer que cette église n'avait jamais existé jusqu'à ce jour précis. Pourtant, quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a répondu qu'elle avait toujours été là, comme si j'étais le seul à voir une différence flagrante. À partir de ce moment-là, j'ai compris que quelque chose de plus étrange était à l'œuvre dans la réalité que je croyais stable. Depuis ce premier choc, il y en a eu d'autres, aussi bien dans ma vie personnelle que dans la culture partagée par des millions de gens. Le logo Fruit of the Loom avec sa corne d'abondance que je revois encore clairement mais qui n'aurait jamais existé, les Berenstain Bears dont le nom ne correspond plus à ce que je me souvenais lire étant enfant, et bien d'autres petits détails qui, un à un, donnent l'impression que le monde serait écrit en silence. Mais c'est surtout en 2016 que tout a semblé s'accélérer. Cette année-là, les changements se sont multipliés avec une rapidité déconcertante, comme une vague qui emporte tout, me donnant la sensation que la réalité elle-même se fragmentait sous mes yeux. Pour moi, c'est l'assassinat de JFK. J'ai vu la voiture passer d'une Lincoln à 4 places à une limousine Lincoln à 6 places. Je regardais les films de Zapruder à peu près au moment où Trump est devenu président pour la première fois. Ma mère et moi avons vu la Lincoln changer sous nos yeux. C'était comme la photo de la famille de Marty dans Retour vers le futur. Ma grand-mère était à Dallas ce jour-là et elle se souvient parfaitement que la voiture était une 4 places et que le gouverneur Connally et sa femme n'étaient pas assis au milieu de la voiture. C'est sans doute l'effet le plus marquant pour moi, car cela montre qu'ils peuvent altérer la trame même du temps. Le suivant, c'est Forrest Gump. La réplique était bien « La vie est comme une boîte de chocolat » et non « La vie était comme une boîte de chocolat ».
Je l'utilisais tout le temps à l'école en grandissant. Les deux derniers concernent les Berenstain Bears et le personnage du Monopoly. S. Ventura, détective pour chiens et chats, prouve bien que le monsieur Monopoly avait un monocle. Ce qui me déroute, c'est que si l'effet Mandela est réel, qu'est-ce qu'ils font exactement? Les changements apportés sont de petites choses absurdes qui n'ont aucun impact réel sur la vie. Modifier le titre d'un livre de Bernstein en Berenstain Bears, ou changer une réplique de film de La vie est à La vie était. Quel est l'intérêt? Pourquoi dépenser autant d'efforts et d'argent juste pour transformer Bernstein en Berenstain? En 2010, j'ai vécu un effet Mandela personnel immense, et ce n'était pas seulement mon souvenir isolé, mes deux fils l'ont vécu avec moi. Nous étions en voiture et nous venions de passer devant une maison avec un champ et un cheval. Nous nous sommes même arrêtés pour l'observer un instant avant de repartir. Pourtant, à peine 2 minutes plus tard, quand nous avons fait demi-tour pour repasser par le même endroit, tout avait disparu. Il n'y avait plus ni maison, ni champ, ni cheval, seulement un paysage vide comme si rien n'avait jamais existé là. Sur le moment, j'avais mis ça sur le compte d'un décalage temporel, c'était la seule explication que je connaissais à ce type de phénomène. Mais plusieurs mois plus tard, j'ai retrouvé exactement la même maison, le même champ et le même cheval, sauf qu'il se trouvait à 3 km de là, sur une route qui n'était même pas connectée à celle où j'avais eu l'expérience. À partir de ce jour, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à vivre d'autres anomalies du même genre, comme des failles dans le temps ou de petites incohérences qui me donnaient l'impression que la réalité elle-même se décalait sous mes yeux. Mais ce que j'appelle vraiment le début des effets Mandela au sens classique, comme la plupart des gens les décrivent, a commencé pour moi en 2015 et s'est accentué en 2016. Ce qui est troublant, c'est que cette période a aussi coïncidé avec l'implosion totale de ma vie personnelle. Comme si ces changements dans la réalité extérieure s'étaient superposés à une transformation intérieure radicale, et que les deux phénomènes s'étaient déclenchés au même moment, rendant cette époque à la fois incompréhensible et inoubliable. La seule raison pour laquelle j'ai entendu parler de l'effet Mandela, c'est que pour moi Nelson Mandela est mort 2 fois, une première fois en 2010 et une deuxième en 2013. Comme tu peux l'imaginer, j'ai été assez troublé par le deuxième événement, car j'avais lu un article 3 ans plus tôt, alors que je vivais dans une autre maison, annonçant la mort de Mandela. La première fois que j'ai vu sa nécrologie, je me souviens avoir pensé que je n'avais rien entendu à son sujet depuis des années. Pour des raisons personnelles, même si j'étais contre l'apartheid, je n'avais jamais vraiment apprécié Mandela. Mais voilà, il était malheureusement mort, peu importe ce que l'on pouvait penser de lui. La deuxième fois que Mandela est mort, je me souvenais parfaitement de la première fois, car cela ne datait que de 3 ans. Cette mort en double m'a totalement déconcerté et j'ai tapé sur Google « Mandela déjà mort ». C'est comme ça que j'ai découvert l'effet Mandela. Je me souviens de la pièce dans la maison où j'étais la première fois que j'ai lu l'annonce de sa mort. Elle était vide à l'exception d'un bureau et d'un carrelage jaune. Ce n'était pas la même maison où je vivais lors de sa deuxième mort. La seconde fois, j'ai lu l'article sur l'ordinateur posé sur l'îlot de la cuisine de ma nouvelle maison. Je sais que l'explosion de Challenger a eu lieu en 1986 aujourd'hui, mais à un moment donné, pour moi, elle avait eu lieu en 1984. Je le sais parce que dans ma réalité elle s'était produite quand j'étais encore à l'école primaire. Je me rappelle très bien de la salle de classe où j'étais et de l'institutrice que j'avais à ce moment-là. L'explosion avait été un choc parce qu'on nous la montrait comme un événement spécial. Ils avaient apporté une télévision dans la salle exprès pour ça. Juste après l'explosion, mon enseignante avait éteint la télévision. Elle avait un comportement particulier que je n'ai compris que plus tard, quand j'ai réalisé qu'elle se demandait comment elle allait faire pour gérer la situation auprès de tous ces enfants pour qui cet événement avait été tant attendu. Si cela s'était produit en 1986, j'aurais déjà été au collège, dans une autre école évidemment avec un autre professeur. Voilà quelques-uns des effets que j'ai vécus, mais il y en a encore d'autres. Le plus grand effet Mandela que j'ai vécu reste sans doute celui-ci, et je n'ai encore jamais trouvé quelqu'un d'autre qui s'en souvienne, probablement parce qu'il est assez obscur.
Vers 2003, alors que j'étais à l'université, j'ai rédigé plusieurs mémoires sur la maladie d'Alzheimer, sur sa pathologie et sur les pistes de traitement. J'étais alors en école d'infirmier et je travaillais en parallèle dans une unité spécialisée Alzheimer, ce qui faisait que le sujet me touchait de très près. Dans mes travaux, j'insistais sur le fait qu'à l'époque il n'existait aucun traitement pharmacologique disponible, rien qui puisse ralentir la progression de la maladie. Je me souviens même très clairement avoir entendu parler de l'arrivée d'Aricept quelques années plus tard, comme d'une avancée toute récente. Ce souvenir s'est effondré il y a peu de temps, quand mon pharmacien m'a fait une remarque qui m'a poussé à vérifier. Dans cette réalité-ci, Aricept existe depuis la fin des années 90, alors que moi j'étais encore au lycée. Cela veut dire qu'il aurait dû être présent sur le marché bien avant mes études, et qu'il aurait dû faire partie de mes cours, de mes lectures et surtout de mon expérience professionnelle dans les années 2000. Pourtant, dans mon souvenir le plus limpide, il n'y avait aucun médicament à cette époque et ce n'est qu'après mes travaux que le traitement est apparu. Les jeux vidéo Pokémon auraient soi-disant eu des types doubles ou hybrides dès la toute première génération. Autrement dit, la plupart des Pokémon dès le premier jeu avaient deux types comme au combat, plutôt que d'être uniquement de type simple comme seulement eau. Le seul Pokémon de type plante pure dans toute la génération a été Sac de Nœud, tandis que littéralement tous les autres étaient de type plante, poison ou un autre hybride avec plante. Je sais que c'est ce qu'affirme Internet et j'ai vu les images et vidéos qui le prouvent, en disant que ça a toujours été ainsi. J'ai même rejoué à la première génération sur Game Boy grâce à l'émulation pour revivre l'expérience par moi-même et tout correspond exactement à mes souvenirs, sauf pour ce changement monumental. Pour moi et un groupe d'amis dans la vraie vie avec qui j'en ai longuement discuté, nous sommes tous unanimes, ce n'était tout simplement pas le même Pokémon que nous avions connu enfant. Nous nous souvenons tous très clairement que chaque Pokémon n'avait qu'un seul type jusqu'à l'arrivée du double type en génération 2, avec la sortie de Or et Argent. Voilà l'essentiel. Mais pour ceux qui sont intéressés, je vais développer davantage à quel point cet effet Mandela a été fou pour moi et mes amis d'enfance. Personnellement, c'est celui qui m'a le plus marqué et perturbé jusqu'ici. J'étais à l'âge parfait pour vivre et respirer Pokémon au moment où c'était l'une des plus grandes modes de mon enfance, entre 1998 et 2001. C'était véritablement ma vie à la fin de l'école primaire. Je me souviens distinctement de chaque détail des premiers jeux de la génération 1 sortis aux États-Unis, de rouge et bleu à jaune, y compris les jeux N64 comme Pokémon Stadium. Je pouvais réciter de mémoire les types de chaque Pokémon, dire à quel niveau chacun évoluait, indiquer exactement quelles attaques ils apprenaient et à quel moment, et même répéter des dialogues entiers de PNJ mot pour mot. Moi, ainsi que tous mes amis d'enfance avec qui je parle encore aujourd'hui et avec qui je passais mon temps à discuter de Pokémon et à échanger constamment à l'époque, nous nous souvenons tous clairement que les jeux de la première génération n'avaient que des types simples. Inutile de préciser qu'un type de Pokémon est une mécanique fondamentale du jeu qu'il faut comprendre et prendre en compte pour pouvoir jouer efficacement. Alors comment est-il possible que moi et tout un groupe d'amis ayons oublié quelque chose d'aussi essentiel à nos vies pendant plus de 3 ans ? Depuis, nous avons discuté de cet effet Mandela à de nombreuses reprises, et je comprends mieux maintenant. La deuxième génération de jeux est sortie chez nous en octobre 2000, à un moment où mon engouement commençait déjà à diminuer. Et quand la génération 2 est arrivée, je me rappelle que cette nouvelle fonctionnalité m'avait complètement bouleversé tant elle changeait la donne. Mais avant la génération 2, nous étions convaincus que Léviator n'avait jamais été un hybride avec le type vol. Nous étions persuadés que Racaillou était seulement de type roche, pas roche-sol. Nous étions sûrs que tous les Pokémon plantes étaient seulement plantes, plutôt que presque tous étant déjà hybrides. Nous n'arrivons toujours pas à croire qu'un tel changement de notre enfance existe encore aujourd'hui, après l'avoir redécouvert il y a seulement quelques années. D'un autre côté, c'est assez réconfortant pour moi de voir à quel point cet effet Mandela spécifique devient de plus en plus répandu. J'ai un souvenir assez personnel lié à la série Malcolm. Dans l'épisode où Jamie naît, je me rappelle que Lloyd, l'un des élèves du groupe des Krellboan, arrive pour revoir des notes avec Malcolm et qu'il n'arrête pas de s'agacer parce que tout le drame autour de l'accouchement perturbe sa concentration. Tel que je l'avais vu lors de mon premier visionnage en 2014,
c'était Francis que Loa appelait pour l'aider à mettre le bébé au monde, car il avait un minimum d'expérience grâce à son temps passé au ranch. Mais quand le moment décisif arrivait, Francis perdait tous ses moyens et s'évanouissait en réalisant que c'était sa propre mère qu'il devait assister. C'est alors que Lloyd, toujours irrité que personne ne le laisse tranquille avec ses études, prenait les choses en main et finissait par délivrer le bébé uniquement pour que l'agitation cesse et qu'il puisse reprendre ses notes. Dans ma mémoire, la scène était si claire, j'avais même l'impression que c'était un moment de comédie absurde parfaitement dans l'esprit de la série. Sauf que lorsque j'ai revu l'épisode quelques années plus tard, rien de tout cela ne se produisait. Dans cette version, Francis s'occupait de l'accouchement sans difficulté, tandis que Lloyd apparaissait bien à l'écran mais n'avait absolument aucun rôle dans l'intrigue, il restait en arrière-plan sans importance particulière. J'ai été choqué car je me souvenais très précisément de cette autre fin, avec Lloyd jouant un rôle inattendu et central. Retrouver une version où tout cela semblait n'avoir jamais existé m'a donné l'impression que ma mémoire m'avait trahi, comme si j'avais suivi deux histoires parallèles de la même série. Certains considèrent que l'effet Mandela serait en réalité une sorte de manipulation destinée à observer la réaction de la société lorsqu'un événement marquant ou un élément de la culture populaire semble avoir été modifié. Si l'on cherchait à contrôler la perception de la vérité, il serait logique de vouloir comprendre comment les individus réagissent lorsque leurs propres souvenirs entrent en contradiction avec une version officielle différente. La question se pose alors, comment réagissent-ils face à cette dissonance ? Vers quelle source d'information se tournent-ils pour vérifier ce qui est présenté comme la nouvelle réalité, et comment les autres accueillent-ils leurs doutes ? Beaucoup d'exemples d'effets Mandela sont expliqués par la fragilité naturelle de la mémoire humaine, ce qui reste une hypothèse crédible. Mais certains cas paraissent si frappants qu'ils donnent presque l'impression d'avoir été consciemment réécrits. L'histoire a toujours été sujette à des réinterprétations, car elle est écrite par ceux qui dominent et qui cherchent à orienter les récits. Contrôler la mémoire collective devient alors un enjeu crucial pour maintenir une société dans un certain cadre et éviter des remises en cause. Ces dernières années, beaucoup ont eu l'impression d'assister à des révisions de faits récents, comme lorsque certains responsables politiques affirment aujourd'hui des choses qui semblent contredire ce qui avait été dit publiquement auparavant. Cette impression d'instabilité renforce l'idée que la réalité peut être modulée selon les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir de communication. Il est toujours possible que tout cela ne soit qu'une accumulation d'erreurs de souvenirs et d'interprétations mal comprises. Mais le doute persiste, et ce doute lui-même suffit à alimenter les discussions sur la manière dont notre perception collective peut être façonnée, volontairement ou non, par ceux qui détiennent le récit dominant. Il m'est arrivé quelque chose de vraiment étrange. Un soir, je regardais le film Grise et pendant la chanson Summer Lovin', j'ai remarqué un homme assis en arrière-plan au moment où les filles chantent leur partie. Sa présence était frappante, il paraissait presque figé, comme s'il n'avait rien à faire là. Ce détail m'a surpris car j'avais vu ce film au moins 25 fois auparavant et jamais je n'avais remarqué ce personnage immobile dans cette scène pourtant familière. 2 semaines plus tard, alors que je parcourais Reddit, je tombe sur une vidéo en première page qui s'intitulait « Nouveaux effets Mandela » et le titre précis parlait justement d'un nouveau effet Mandela lié à Grise. Avec stupeur, je découvre que la vidéo parlait exactement de ce même homme mystérieux qui apparaît soudainement dans cette scène. J'étais abasourdi car je venais tout juste de le remarquer par hasard et voilà que d'autres en parlaient au même moment. Si ce n'est pas un véritable effet Mandela, alors quelles sont les chances que je découvre ce détail après toutes ces années et qu'au même instant quelqu'un d'autre en fasse une vidéo pour en parler publiquement ? Quand j'ai revu le film, je n'étais pas en train de chercher des effets Mandela et à l'époque je ne savais même pas vraiment de quoi il s'agissait. Aujourd'hui je me retrouve à m'interroger sérieusement parce que cette coïncidence me paraît trop étrange pour être simple fruit du hasard et je ne peux m'empêcher de me demander si la scène n'a pas réellement changé quelque part au fil du temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent aussi, mais pour moi l'affaire de Tchernobyl en France est l'un des plus gros exemples d'effet Mandela collectif. J'étais encore gamin quand ça a éclaté, mais je me rappelle très clairement avoir entendu aux infos que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. C'était dit de manière sérieuse, avec des cartes montrant l'Europe,
et la France qui restait miraculeusement épargnée. On en rigolait même en famille, en mode « Ah ben ça alors, le nuage a respecté la douane ». Pendant des années, ce souvenir est resté net dans ma tête. Je me souvenais de la télévision, du ton rassurant des présentateurs, et de cette phrase qui est devenue presque une légende urbaine, le nuage s'est arrêté à la frontière. C'était tellement ancré que je pensais que tout le monde en gardait la trace. Sauf que récemment, en fouillant des archives et en regardant des documentaires, je suis tombé sur une autre version. On nous dit maintenant que les autorités n'ont jamais affirmé ça officiellement, que cette phrase n'a jamais été prononcée au journal télévisé, et que c'est juste une déformation avec le temps. Et là, honnêtement, j'ai eu un vrai vertige. Parce que je revois encore l'écran, le décor du JT, la voix du journaliste, et cette phrase exacte. J'ai discuté avec des proches, des collègues, et beaucoup m'ont dit avoir exactement le même souvenir, avec les mêmes mots, la même impression d'avoir entendu noir sur blanc que le nuage s'était arrêté à la frontière. On en riait parfois, mais c'était une certitude que nous partagions. Aujourd'hui, quand on me dit que ça n'a jamais été prononcé, j'ai du mal à y croire. C'est comme si toute une génération avait fabriqué un faux souvenir collectif. Et en même temps, ce souvenir est tellement précis qu'il me semble plus vrai que ce qu'on essaie de nous expliquer. Toute ma vie, j'ai eu le souvenir très précis de la scène où Jose rencontre cette jeune femme blonde, celle qui lui sourit à la fin du film. Dans mon esprit, elle portait un appareil dentaire. Je me revois encore fixer l'écran, remarquer les bagues brillantes sur ses dents, et comprendre immédiatement pourquoi le lien se créait entre eux. C'était limpide, lui avait cette bouche entièrement métallique, elle avait un sourire avec un appareil, et c'était ce détail commun qui les rapprochait. J'ai toujours trouvé ça malin, presque attendrissant, et c'est même une des scènes que je retenais le plus de ce James Bond. Sauf qu'en revoyant le film récemment, j'ai pris une vraie claque. Elle ne porte absolument rien. Pas la moindre trace d'un appareil dentaire, pas de bague, juste un sourire normal. Et là, je suis resté bloqué, complètement dérouté. J'attendais ce moment avec impatience parce que je savais à l'avance ce que j'allais voir, et il n'était plus là. C'était comme si une pièce avait été retirée d'une scène que j'avais gravée dans ma mémoire. Depuis, je me demande si je suis devenu fou ou si je fais simplement partie de ceux qui se sont fabriqués un faux souvenir collectif. Parce que je ne suis pas le seul à être persuadé de l'avoir vu, beaucoup de gens affirment avoir gardé la même image, celle d'une jeune femme qui sourit avec des bagues aux dents, miroir du sourire métallique de Jose. C'est tellement répandu que ça en devient presque plus crédible que la réalité. Alors là, gros effet Mandela pour moi. Je me souviens très bien du slogan d'Orangina, et dans ma tête, c'était « Secouez, secouez-moi ». Je l'entends encore avec le ton des pubs télé des années 90, cette petite voix rigolote qui insistait 2 fois sur « secouez » avant de finir par « moi ». C'était tellement marqué que je me surprends encore aujourd'hui à le répéter comme ça, de manière automatique. Sauf que récemment, en retombant sur des pubs d'époque, je me suis rendu compte que le slogan officiel a toujours été simplement « Secouez-moi » sans répétition. Et là, gros bug. Je revois pourtant les bouteilles sur la table familiale, les pubs qu'on attendait entre 2 dessins animés, et ce « Secouez, secouez-moi » qui résonnait à chaque fois. Impossible pour moi d'imaginer que ce souvenir soit faux. Et le plus fou, c'est que même après avoir revu les pubs originales qui confirment la vraie version, mon cerveau refuse de s'aligner. Quand je pense à Orangina, la phrase « Secouez, secouez-moi » revient automatiquement, comme si c'était gravé quelque part dans ma mémoire. J'ai l'impression que c'est un souvenir collectif qui ne veut pas disparaître, un détail inventé mais partagé par toute une génération. Alors je me demande, est-ce que vous aussi vous avez ce souvenir d'un Orangina qui disait « Secouez, secouez-moi » ? Ou est-ce que je fais partie d'un délire collectif avec ceux qui ont inventé une version parallèle du slogan ? Je suis tombé il y a quelque temps sur une histoire assez folle qui circule au Japon, et honnêtement, ça m'a donné la chair de poule parce que ça ressemble énormément à un pur effet Mandela collectif. Ça s'appelle Itogata,
et ça vient d'un post sur 2 Channel en 2004. Un utilisateur racontait avoir vu, plusieurs années auparavant, une sorte de spot télé ou un message de prévention. Il décrivait 2 silhouettes blanches, vaguement humaines, qui apparaissaient puis disparaissaient en alternance, pendant qu'on entendait en fond le son répétitif d'un passage à niveau ferroviaire. Et à la fin, il y avait cette phrase, « Une personne meurt dans le monde toutes les 2 secondes ». Depuis ce témoignage, plein de Japonais disent avoir vu exactement la même chose à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Les détails varient un peu selon les souvenirs. Certains parlent de la façon dont les silhouettes se déformaient, d'autres décrivent la musique comme plus inquiétante, mais l'ensemble reste identique, 2 formes blanches, le bruit du passage à niveau, et une silhouette qui s'éteint quand une autre apparaît. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'existe aucune trace officielle de ce spot. Des dizaines de fans ont essayé de le retrouver, certains ont même fait des reconstitutions basées sur leurs souvenirs, mais personne n'a jamais pu mettre la main sur l'original. Au fil du temps, l'hypothèse la plus rationnelle qui revient, c'est que ce faux souvenir collectif viendrait en fait d'un mélange de plusieurs publicités japonaises des années 90, qui utilisaient des sons et des images similaires. Apparemment, il existe même un organigramme qui liste toutes les pubs pouvant être à l'origine de tel ou tel fragment de souvenir, pour expliquer pourquoi tout ça nous paraît si familier alors que ça n'a jamais existé en tant que tel. Et pourtant, malgré toutes ces explications, beaucoup de gens restent convaincus qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ce qui est dingue, c'est qu'ils en parlent avec tellement de détails et de conviction que ça donne l'impression que ce spot a bel et bien existé, quelque part. Au Brésil, l'un des exemples les plus célèbres d'effet Mandela concerne les attentats du 11 septembre et le dessin animé Dragon Ball Z. Beaucoup de personnes affirment avec une grande certitude qu'elles regardaient ce jour-là un épisode de la série diffusée dans l'émission pour enfants de la chaîne Globo, et que l'épisode avait été brutalement interrompu par un flash spécial annonçant qu'un avion venait de frapper le World Trade Center. Ceux qui racontent cette scène disent s'en souvenir très clairement, comme si l'image était gravée dans leur mémoire d'enfant, le combat de leur héros favori à l'écran, soudain remplacé par des images incompréhensibles de gratte-ciel en flammes. Ce souvenir est partagé par tant de gens que cela semble être une évidence collective. Pourtant, Globo elle-même a affirmé que, dans ses archives, aucun épisode de Dragon Ball Z n'était diffusé à ce moment-là. Cette contradiction reste troublante, car elle oppose la certitude de toute une génération à des documents officiels qui disent le contraire. Certains avancent que ce jour-là, un autre dessin animé était effectivement à l'antenne, et que la mémoire a réarrangé l'image en y plaçant Dragon Ball Z, qui marquait tellement la jeunesse de l'époque qu'il s'est imposé comme souvenir dominant. Mais d'autres insistent encore aujourd'hui, pour eux, il ne peut y avoir d'erreur, ils l'ont vécu ainsi, et rien ne les fera changer d'avis. Ce cas est devenu une sorte de légende moderne au Brésil, un sujet qui revient régulièrement dans les conversations entre amis ou sur Internet. Il illustre à merveille la puissance de l'effet Mandela, quand une génération entière se souvient d'une même scène qui n'a, officiellement, jamais eu lieu, au point de créer une réalité alternative plus forte que les faits eux-mêmes. Je sais que beaucoup de gens voient l'effet Mandela comme un simple bug de mémoire collective, mais perso j'ai toujours pensé que ça existait depuis bien plus longtemps et que ça avait déjà une explication dans les croyances anciennes. Dans ma famille, on m'a souvent parlé des djinns et de leur capacité à brouiller la perception des humains. On disait qu'ils pouvaient voyager dans le temps, déplacer des objets, changer des détails dans un texte ou dans un livre, juste pour semer la confusion. Quand j'étais enfant, j'entendais des histoires où quelqu'un jurait avoir vu un objet à un endroit précis, et le lendemain il avait disparu pour réapparaître ailleurs. Certains disaient que c'était l'œuvre des djinns, pas pour faire du mal, mais pour jouer avec nous ou simplement parce qu'ils étaient indifférents à notre logique. Ce qui me frappe, c'est que ce genre de récit ressemble énormément à ce qu'on appelle aujourd'hui des effets Mandela. Et le plus dingue, c'est que ces croyances ne datent pas d'hier. Elles remontent à plus de 1400 ans, à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, où on parlait déjà de ces êtres capables de manipuler la réalité et de créer des incohérences dans la vie quotidienne. Quand je vois à quel point certaines personnes aujourd'hui sont convaincues qu'une phrase, un logo ou un souvenir collectif a changé sans raison, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Pour moi, ce n'est pas juste notre mémoire qui invente.
C'est peut-être que, comme nos ancêtres le croyaient, il y a vraiment quelque chose d'invisible autour de nous qui s'amuse à modifier les détails, à réécrire discrètement certaines choses, et à tester nos certitudes. Quand j'entends parler de l'effet Mandela, je me dis toujours que ce ne sont que des djinns qui continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait, troubler la perception humaine et brouiller la frontière entre réalité et souvenir. J'ai un souvenir ultra précis de Tintin qui me perturbe encore aujourd'hui. Dans ma tête, il portait toujours un pull rouge. C'était clair comme de l'eau de roche, je me revois dans la bibliothèque familiale, en train de feuilleter les albums, et je vois Tintin avec ce pull rouge vif. Je pouvais le décrire sans réfléchir, ça faisait partie de son apparence, aussi évident que Milou ou Saoup. Sauf qu'en retombant sur les BD bien plus tard, j'ai découvert que non, il a toujours porté un pull bleu clair. Et là, bug total. J'ai cherché, j'ai tourné les pages, j'ai regardé les couvertures, et impossible de trouver la moindre trace du rouge que j'avais en tête. C'est comme si ma mémoire m'avait fabriqué un détail qui n'a jamais existé. Le pire, c'est que quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que je ne suis pas seul. Plusieurs amis sont persuadés, eux aussi, d'avoir connu un Tintin en rouge. Certains me disent qu'ils en étaient sûrs au point de pouvoir jurer l'avoir vu comme ça dans les albums ou à l'école. Ça fait bizarre de se rendre compte qu'on partage tous le même faux souvenir. Et le plus troublant, c'est que même maintenant, en sachant la vérité, quand je pense à Tintin, c'est toujours le rouge qui revient dans mon esprit avant le bleu. J'ai un souvenir très net d'une photo de Kurt Cobain où il portait un pull rose, large et duveteux. Ce n'est pas un détail que j'aurais inventé, parce que je n'ai jamais été un grand fan de Nirvana, mais justement, c'est ce contraste qui m'avait marqué. Je me souviens m'être dit, tiens, c'est étrange, un choix vestimentaire vraiment inattendu pour une icône grunge. C'était un détail inhabituel, qui a imprimé cette image dans ma mémoire. Récemment, en regardant une vidéo sur YouTube consacrée aux plus grands chanteurs de rock, j'ai eu la confirmation de ce souvenir en voyant apparaître un extrait avec Cobain portant ce fameux pull rose. Mais quelques jours plus tard, en revenant sur la même vidéo pour revoir le passage, tout avait changé. Dans le segment sur Nirvana, le pull n'était plus rose ni duveteux, mais beige, banal, presque discret. Pour ajouter encore à la confusion, certaines images qu'on trouve aujourd'hui montrent Kurt dans un pull à imprimer animal, ce qui ne correspond ni à ce que je me rappelais, ni à ce que j'avais vu la première fois. Ce qui me perturbe profondément, c'est que ce souvenir n'est pas vague. J'ai un ressenti précis, la surprise face à la couleur rose, le décalage entre son style et cette image, et même cette pensée intérieure qui m'avait traversé. Et aujourd'hui, tout semble s'être transformé. Le pull que je me souvenais comme rose et duveteux est devenu autre chose, et rien ne prouve que mon souvenir ait jamais correspondu à la réalité. Voilà un autre souvenir qui m'a toujours intrigué et qui, je pense, peut être considéré comme un véritable effet Mandela à la française. Toute mon enfance, j'ai grandi en entendant qu'on appelait cette viennoiserie une chocolatine. Pour moi, c'était la seule appellation qui existait. J'allais à la boulangerie avec ma mère, et quand je demandais « une chocolatine », on me comprenait immédiatement. À l'école, à la maison, chez mes amis, tout le monde utilisait ce mot sans jamais en proposer un autre. Dans ma tête, c'était universel, il n'y avait aucune raison d'imaginer qu'un jour quelqu'un puisse l'appeler différemment. Puis un jour, en voyageant dans une autre région, j'ai découvert que les gens la nommaient pain au chocolat. Sur le moment, j'ai cru à une blague. Je me souviens très bien de ma première réaction, j'étais persuadé qu'ils inventaient ce terme pour se moquer, ou que c'était une appellation rare et peu utilisée. J'ai même eu un débat animé dans une boulangerie en expliquant qu'il était impossible que ça s'appelle autrement que chocolatine. Pourtant, tout le monde autour de moi disait pain au chocolat comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ce qui est étrange, c'est que de leur côté, eux aussi avaient cette certitude absolue. Ils affirmaient qu'ils n'avaient jamais entendu le mot chocolatine auparavant, et que ce n'était qu'une curiosité régionale. On s'est retrouvé avec deux réalités parallèles, chacune persuadée d'être la version unique et universelle. Avec le temps,
j'ai compris que cette différence de vocabulaire était enracinée dans l'histoire régionale de la France. Mais malgré ça, je garde toujours cette impression bizarre que mon souvenir est plus fort que la vérité. Quand j'entends quelqu'un dire pain au chocolat, j'ai encore cette petite voix intérieure qui me dit « Non, ça n'a jamais été comme ça, le vrai mot c'est chocolatine ». Et je sais que, de l'autre côté, ceux qui ont grandi avec pain au chocolat ressentent exactement la même chose à l'inverse. C'est fascinant, parce que ça crée une sorte d'effet Mandela collectif, deux versions d'une même réalité qui cohabitent dans le pays, chacune portée par des millions de personnes convaincues que leur souvenir est le bon et qu'il a toujours été partagé par tout le monde. J'ai grandi dans un milieu où l'on ne lisait que la Bible King James, et c'était plus qu'une habitude, c'était une conviction. On passait énormément de temps à lire, à mémoriser, à réciter les Écritures. Certaines de ces phrases faisaient partie de mon quotidien, au point que je pouvais les redire presque sans réfléchir. Dans ma famille, on avait aussi de vieilles Bibles KJV qui s'étaient transmises de génération en génération, et je les ai longtemps feuilletées avec le sentiment qu'elles portaient un héritage solide et immuable. Et pourtant, aujourd'hui, en rouvrant ces mêmes exemplaires, je découvre des choses qui me bouleversent. Des passages que je connaissais par cœur semblent avoir changé. Par exemple, le mot Alléluia a complètement disparu de la King James Version. Pas une seule occurrence, alors que je me souviens très bien de l'avoir lu et même chanté lors de lectures en groupe ou de services religieux. Autre exemple encore plus frappant, le verset que tout le monde connaît, « Le lion se couchera avec l'agneau ». Cette image était claire, belle, et elle résonnait profondément. Mais dans mes Bibles actuelles, il n'est plus question d'un lion. C'est désormais le loup qui habite avec l'agneau. Quand je constate ce genre de différence, je ne peux pas me dire qu'il s'agit d'une simple erreur de mémoire. Ces versets faisaient partie de ma vie spirituelle, de mes prières, de mes discussions, et les voir transformés comme si le texte lui-même avait glissé sous nos yeux me donne l'impression que quelque chose de beaucoup plus grand est à l'œuvre. Je viens de repenser à un détail qui m'a complètement retourné le cerveau, et je me demande si je suis le seul. Toute mon enfance, j'ai toujours entendu parler du fameux casse-tête comme étant « le cube de Rubis ». Pour moi, c'était logique, ça sonnait bien en français, et j'étais persuadé que ce nom faisait directement référence aux petites couleurs brillantes du jouet. Dans ma tête, ça n'a jamais été « Rubik's Cube », mais vraiment « le cube de Rubis », un terme qui paraissait tellement naturel que je n'ai jamais songé à le remettre en question. Je me souviens encore très bien des après-midi où je jouais avec, ou plutôt où je m'acharnais dessus, incapable d'aligner plus d'une face correctement. On en voyait partout, chez les copains, dans les chambres d'ados, et tout le monde l'appelait « le cube de Rubis ». Je l'ai tellement entendu sous ce nom que j'étais convaincu que c'était son appellation officielle en France. Même à l'école, quand on en parlait, personne ne disait « Rubik's Cube ». Ça me paraissait presque être un anglicisme inventé bien plus tard. Et puis un jour, je me rends compte que le vrai nom a toujours été « le Rubik's Cube », du nom de son inventeur hongrois. J'ai eu un vrai moment de flottement. J'ai cherché des preuves, j'ai feuilleté de vieux catalogues de jouets, je me suis même demandé si certains magasins n'avaient pas francisé le nom à une époque. Mais impossible de trouver quoi que ce soit qui confirme cette appellation de « cube de Rubis ». Je suis absolument convaincu que sur la pochette de l'album Born in the USA de Bruce Springsteen, il avait un bandana rouge qui dépassait de la poche arrière de son jean. Cette image est gravée dans mon esprit, lui de dos, devant le drapeau américain, avec ce petit morceau de tissu qui venait compléter le look de l'ouvrier rebelle, simple et fier. Je me souviens même d'avoir vu cette pochette affichée dans des chambres d'amis, dans des vitrines de disquaires et même sur des t-shirts, et à chaque fois le bandana était là, comme un détail indissociable de la photo. Des années plus tard, en revoyant l'album ou en cherchant l'image en ligne, j'ai eu un choc. À la place du bandana, on voit simplement une casquette blanche qu'il a glissée dans sa poche. Aucun tissu rouge, aucun carré de bandana, rien de ce que je croyais avoir vu toute ma vie. C'est comme si la photo elle-même avait changé alors qu'elle faisait partie de la culture populaire depuis les années 80.
Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui me joue des tours ou si d'autres ont le même souvenir que moi, mais pour moi la carte orange du métro parisien a toujours été orange. Ça paraît évident, non? Son nom était clair, et l'image qui me reste, c'est ce petit carton vif que mes parents sortaient à chaque fois qu'on passait au tourniquet. J'ai encore en tête le geste automatique, la manière dont ils la tenaient entre deux doigts pour l'insérer dans la machine, et dans ma mémoire, cette couleur orange était tellement marquée que je n'ai jamais envisagé qu'elle puisse être différente. Le plus fou, c'est qu'en tombant récemment sur des documents anciens et des photos d'archives, j'ai découvert que la carte orange avait en réalité changé plusieurs fois de couleur au fil des années. Parfois elle tirait sur d'autres tons, et il y a même eu des périodes où elle n'avait plus rien à voir avec le orange vif que je croyais immuable. J'avoue que ça m'a complètement perturbé, parce que j'aurais juré que ce détail ne pouvait pas varier. J'avais cette certitude incrustée dans ma tête, comme si le nom et l'objet avaient toujours été parfaitement cohérents. Je me rappelle très bien, quand j'étais petit, des conversations à l'école. Certains camarades se vantaient d'avoir enfin leur carte orange personnelle, un signe de grande personne, et je vois encore cette fierté associée à l'image d'un petit rectangle orange. Dans les couloirs du métro, j'observais les adultes avec leur carte en main, et j'étais convaincu que tous avaient le même modèle, le même visuel. Pourtant, apparemment, mes souvenirs ne collent pas à la réalité. Dans mes souvenirs, Shaggy a toujours eu une pomme d'Adam. C'était un détail tellement évident pour moi que je ne l'avais jamais remis en question. Chaque fois qu'il avalait sa salive d'un grand coup sec parce qu'il était terrifié, je voyais ce mouvement exagéré, cette pomme d'Adam qui remontait et redescendait d'un air comique. C'était presque une marque de fabrique de son personnage, un signe physique qui accentuait son côté nerveux et maladroit. Pourtant, en revoyant des images de Scooby-Doo des années plus tard, j'ai eu la surprise de constater que rien de tout cela n'existait réellement. Son cou reste lisse, sans ce détail que je croyais pourtant avoir observé des dizaines de fois dans mon enfance. Je me rappelle même avoir imité ses mimiques quand j'étais enfant, en exagérant moi-même le mouvement de la gorge pour faire rire mes amis, persuadé de reproduire fidèlement ce que je voyais dans le dessin animé. Aujourd'hui, en regardant les épisodes à nouveau, je ne retrouve aucune trace de ce que ma mémoire affirme avec tant de force. Depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours cru à cette histoire tragique sur Édith Piaf. On racontait qu'elle avait rendu son dernier souffle sur scène, en interprétant « Non, je ne regrette rien ». Dans mon esprit, cette fin dramatique collait tellement à son destin qu'elle me semblait évidente. Je voyais la scène comme si elle avait vraiment existé, Piaf, fragilisée mais toujours debout, chantant avec toute son âme avant de s'écrouler sous les projecteurs. Ce souvenir s'est installé en moi comme une certitude, au point que je le racontais autour de moi sans jamais douter. J'étais convaincu que ce moment faisait partie de l'histoire, une de ces images collectives qu'on porte tous sans se poser de questions. J'avais même en tête des détails précis, l'éclairage fort qui découpait sa silhouette minuscule, la salle plongée dans un silence respectueux, les musiciens tétanisés, incapables de réagir. Je croyais même avoir vu un extrait filmé, comme un reportage en noir et blanc qui aurait immortalisé cette scène bouleversante. Plus tard, en cherchant à vérifier, j'ai découvert que tout cela n'avait jamais eu lieu. Édith Piaf n'est pas morte sur scène, elle s'est éteinte bien plus discrètement, loin du public, affaiblie par la maladie. Pourtant, même avec cette vérité sous les yeux, mon esprit continue de recréer la légende. Chaque fois que j'entends « Non, je ne regrette rien », j'ai l'impression d'assister à sa dernière prestation, comme si ma mémoire persistait à me montrer un film qui n'existe pas. Mon propre groupe sanguin est devenu pour moi une sorte d'effet Mandela personnel. J'ai donné mon sang toute ma vie, depuis plus de 35 ans, toujours le jour de mon anniversaire. Au début, quand j'étais à l'université, je donnais du sang total et je me souviens très clairement avoir reçu mon groupe sanguin pour la première fois. J'avais aussitôt fait des recherches et découvert que j'étais donneur universel, de type O négatif. Cette idée m'avait marqué profondément, parce qu'elle me donnait un sentiment particulier, celui de pouvoir aider n'importe qui, peu importe sa compatibilité. C'était une raison supplémentaire, presque une mission personnelle,
qui m'encourageait à revenir régulièrement donner mon sang. Après une vingtaine d'années, j'ai changé pour le don de plaquettes et je me rendais désormais plusieurs fois par an au centre. Tout au long de ce parcours, je gardais en mémoire cette certitude, j'étais au négatif. Mais l'année dernière, en regardant le relevé que le centre m'a remis, j'ai vu écrit noir sur blanc, au positif. Pensant à une erreur, j'ai immédiatement demandé confirmation, persuadé qu'il s'agissait d'un simple problème de frappe ou de dossier. On m'a pourtant assuré que c'était exact, que je n'étais pas au négatif mais bien au positif. Je suis resté sous le choc, incapable de comprendre comment une information que je croyais gravée dans ma mémoire depuis des décennies pouvait être fausse. J'avais construit une partie de ma motivation à donner sur ce statut de donneur universel, et soudain tout s'effondrait. Je me rends compte que j'ai toujours eu un souvenir très précis lié au film Le Gendarme de Saint-Tropez. Dans mon esprit, il y avait une scène culte où Louis de Funès se tournait brusquement vers un autre personnage et lançait son fameux « Mais vous êtes fou » avec son visage qui s'ouvrait dans une expression à la fois de colère et de stupeur. Je revois même ses yeux écarquillés, sa main qui s'agite, et ce ton théâtral qui faisait tout son style. Pour moi, c'était l'une des répliques emblématiques de ce film, une de celles que tout le monde imitait quand on parlait de lui. Le plus étrange, c'est que j'ai grandi en entendant cette phrase répétée autour de moi. Des amis l'utilisaient en blague, des proches la ressortaient dans des conversations, et à chaque fois, tout le monde riait parce que l'image de Funès surgissait immédiatement. J'étais persuadé que la source venait de là, de ce film précis que j'avais vu plusieurs fois. Mais quand je l'ai revu bien plus tard, j'ai attendu cette scène avec impatience, et elle n'est jamais arrivée. À aucun moment il ne prononce exactement cette phrase, et encore moins avec l'expression que j'avais en tête. J'ai eu du mal à y croire, parce que ce souvenir me paraissait tellement réel. J'ai même pensé que peut-être la réplique appartenait à un autre volet de la série des Gendarmes, ou à un autre film de Funès, mais après quelques recherches et plusieurs visionnages, rien ne correspondait à ce que je croyais. Pourtant, mon esprit continue de reconstruire la scène comme si elle avait vraiment existé. Ce qui me perturbe encore plus, c'est de voir que je ne suis pas le seul. Quand j'en parle, beaucoup de gens me disent avoir exactement la même image, la même réplique, la même gestuelle en mémoire. J'ai découvert mon propre effet Mandela d'une manière assez inattendue. Quand j'étais plus jeune, j'avais un vrai coup de cœur pour l'acteur principal du film L'Odyssée de Pi. Je me souvenais bien de son visage, de son jeu, et je savais qu'il n'était pas l'acteur que tout le monde confondait avec lui. Pourtant, un jour, en discutant avec des amis, j'ai réalisé que pour eux, le rôle principal avait été tenu par Dev Patel. Certains d'entre eux étaient même allés voir le film au cinéma à l'époque, et malgré ça, ils en étaient convaincus. Intrigué, j'ai décidé de pousser l'expérience un peu plus loin. J'ai créé un sondage sur Instagram pour voir ce que les gens en pensaient, et la majorité a répondu exactement la même chose, Dev Patel. Le plus incroyable, c'est que même ceux qui avaient vu le film ou qui en connaissaient l'histoire associaient automatiquement ce rôle à lui, comme si leur mémoire avait remplacé le véritable acteur par une image plus familière. La réalité, pourtant, est claire, l'acteur principal était Suresh Sharma. Ce décalage me fascine parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un souvenir personnel confus, mais d'une mémoire partagée par un grand nombre de personnes. Comment expliquer que tant de gens puissent se tromper collectivement sur un film aussi récent et sur un rôle aussi marquant ? Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce souvenir bizarre, mais pour moi le crocodile du logo Lacoste a toujours regardé vers la droite. J'en étais persuadé, je revois encore les polos que mon père portait, le petit crocodile brodé sur la poitrine, et dans mon esprit il tournait la tête vers la droite comme s'il avançait dans cette direction. C'était un détail tellement familier que je n'avais aucune raison d'en douter. Un jour pourtant, en tombant sur une boutique, j'ai remarqué que le logo faisait face à gauche. J'ai cru à une erreur de fabrication, un défaut sur une série particulière, mais non, en cherchant plus attentivement je me suis rendu compte qu'il avait toujours été comme ça. J'ai eu du mal à y croire, j'ai même fouillé de vieilles photos de famille pour vérifier les polos qu'on portait dans les années 90, et à chaque fois,
le crocodile était orienté vers la gauche. Pourtant, dans ma mémoire, il n'a jamais cessé d'être tourné de l'autre côté. C'est vraiment troublant, parce que je ne suis pas le seul à avoir ce souvenir. Quand j'en ai parlé autour de moi, plusieurs amis ont confirmé qu'ils étaient persuadés, eux aussi, que le crocodile regardait vers la droite. Aujourd'hui encore, même en sachant que c'est faux, mon esprit continue de corriger l'image, et chaque fois que je regarde le logo, j'ai cette impression persistante qu'il est à l'envers. Je suis persuadé que l'expression bucket list existait bien avant le film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Dans mon souvenir, j'avais déjà entendu cette expression dans mon enfance, comme une façon de parler des choses que l'on veut absolument faire avant de mourir. Pour moi, ce n'était pas une invention du cinéma, c'était une expression familière, utilisée ici et là dans des conversations ou dans des articles. C'est pourquoi, lorsque j'ai appris que le terme avait été popularisé uniquement à partir de ce film de 2007, j'ai ressenti un vrai décalage. J'avais la certitude d'avoir lu ou entendu ces mots bien avant, peut-être dans un magazine ou à la télévision. Je me rappelle même avoir réfléchi à ma propre bucket list quand j'étais adolescent, en notant mentalement des voyages ou des expériences que je rêvais de vivre. Pourtant, selon les sources officielles, cette idée n'aurait pas existé sous ce nom précis avant la sortie du film. J'ai toujours entendu cette phrase attribuée à Charles de Gaulle, « Je suis la République ». Elle me paraissait tellement indissociable de son personnage que je n'ai jamais douté qu'elle lui appartenait vraiment. J'étais persuadé qu'il l'avait prononcée lors d'un moment clé de l'histoire, peut-être au milieu d'une crise politique ou pendant la Libération, quand toute la France cherchait une figure d'autorité. Dans mon esprit, l'image était nette, de Gaulle debout derrière un pupitre, son uniforme impeccable, son regard ferme, et sa voix grave projetant ces mots avec une force incroyable. C'était comme si cette phrase contenait à elle seule toute la légitimité de son rôle et la grandeur de la République française. J'ai grandi avec cette certitude, je l'ai répétée à voix haute en parlant de lui, et je l'ai même entendue dans des discussions ou à l'école, prononcée avec assurance comme si elle faisait partie de notre mémoire collective. Elle me semblait tellement juste et cohérente que je n'ai jamais imaginé qu'elle puisse être fausse. Puis un jour, en lisant des extraits authentiques de ses discours, j'ai découvert qu'il n'avait en réalité jamais dit exactement ces mots. Il a souvent parlé de la République, il l'a incarnée et défendue avec force, mais cette formule précise ne figure nulle part dans ses interventions. En apprenant cela, j'ai ressenti une sorte de décalage, comme si on m'avait retiré un repère historique. Pendant longtemps, j'ai toujours cru que la série s'appelait Sex and the City. Dans mon esprit, c'était logique, parce que l'histoire racontait justement la vie intime et amoureuse de 4 femmes dans New York, et le titre semblait décrire exactement cela. Je revois même des discussions de l'époque où l'on parlait du show en utilisant spontanément ce titre, sans jamais se corriger. Quand j'ai découvert plus tard que le vrai nom était en fait Sex and the City, j'ai eu l'impression qu'on m'avait piégé. Je me souviens très clairement avoir vu des affiches, des publicités dans des magazines et même des couvertures de DVD, et je jurerais qu'elles affichaient Sex and the City. C'est un détail qui me paraît tellement évident que je ne comprends pas comment toute une génération peut s'être trompée de la même façon. Et le plus étrange, c'est que je n'étais pas seul. Quand j'en parle avec des amis qui regardaient la série ou qui avaient juste entendu parler d'elle, beaucoup d'entre eux se rappellent la même chose que moi. Je me rappelle très clairement des premières fois où j'ai dû chanter la Marseillaise à l'école. Nous étions alignés dans la cour, parfois lors des commémorations, et les professeurs insistaient pour que nous apprenions chaque couplet par cœur. Dans ma mémoire, il y avait une évidence, le passage le plus marquant disait « Qu'un sang impur abreuve nos vallons ». Je n'ai jamais eu de doute, c'était cette image-là qui résonnait dans ma tête, une image des vallées baignées par le sang de ceux qui combattaient. Je trouvais cette phrase dure mais en même temps poétique, et je me souviens même l'avoir dessinée dans un cahier, en illustrant des collines et des vallons sous la pluie. Plus tard, en grandissant, j'ai commencé à entendre des gens chanter une autre version. Certains disaient « Qu'un sang impur abreuve nos sillons », et ça m'a totalement surpris parce que pour moi ce n'était pas la bonne formule. J'ai même eu un moment de doute,
pensant que peut-être il existait deux versions différentes, une plus ancienne et une modernisée. Je me revois discuter avec mes parents, et chacun semblait avoir son propre souvenir. Mon père disait avec assurance que c'était bien « Sion », alors que moi j'étais convaincu d'avoir appris « Vallon ». On en riait parfois à table, mais au fond je me demandais si je n'étais pas en train d'inventer mes souvenirs. En y repensant, j'ai aussi l'image de certains camarades de classe qui chantaient comme moi, avec « Vallon », et personne à ce moment-là ne nous corrigeait. Ce n'est que plus tard, avec les retransmissions officielles lors de matchs de football ou de cérémonies, que j'ai réalisé que la version officielle était bel et bien « Sion ». Pourtant, chaque fois que je l'entends aujourd'hui, mon esprit corrige tout seul et me ramène au mot « Vallon », comme si c'était profondément inscrit en moi. Pour moi, ces trois pots a toujours été entièrement doré, de la tête aux pieds. Je me souviens parfaitement de l'avoir vu dans les films, brillant comme une statue vivante, et je n'ai jamais remarqué la moindre différence de couleur dans ses jambes. Ce souvenir est d'autant plus fort que j'avais une figurine Kenner quand j'étais enfant, et elle avait deux jambes dorées. Je passais des heures à jouer avec, à recréer des scènes de Star Wars, et jamais il ne m'est venu à l'idée qu'une de ses jambes pouvait être argentée. Alors, des années plus tard, en découvrant que dans les films originaux ces trois pots avaient en réalité une jambe argentée pendant toute une partie de la saga, j'ai eu l'impression que l'on me racontait quelque chose d'impossible. J'ai même fouillé mes vieilles boîtes de jouets, essayant de retrouver cette figurine qui, dans mes souvenirs, confirmait ce que j'avais toujours vu. Rien n'y faisait, toutes les preuves semblaient indiquer que j'avais tort, et pourtant mon esprit me montrait encore l'image d'un robot entièrement recouvert d'or, sans exception. C'est un détail qui paraît insignifiant, mais pour quelqu'un qui a grandi avec cette saga et qui en connaissait chaque personnage par cœur, cela reste profondément troublant. Ok, dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir ce souvenir chelou. Pour moi, Obélix a toujours porté un pantalon à rayures rouges. Je le revois super clairement, dans les albums que je lisais gamin, et même dans les dessins animés qu'on passait à la télé, son pantalon était rouge et blanc. Ça me semblait tellement logique que je n'ai jamais remis ça en question. Sauf qu'en rouvrant les BD récemment, j'ai pris une claque, ces rayures sont en fait bleues et blanches, et ça depuis toujours. Pas une seule trace de rouge nulle part. J'ai vérifié plusieurs albums, j'ai cherché des vieilles éditions qui auraient pu expliquer la différence, mais rien du tout. Obélix est bleu et blanc, point final. Le pire, c'est que quand j'en ai parlé autour de moi, pas mal de gens m'ont dit avoir exactement le même souvenir que moi. Certains étaient même persuadés que le pantalon rouge était une évidence, au point de parier dessus. Du coup ça me perturbe encore plus, parce qu'on dirait qu'on a tous fabriqué la même fausse image dans nos têtes. Aujourd'hui, même en sachant la vérité, quand je pense à Obélix, c'est toujours le rouge qui revient en premier. Comme si ma mémoire refusait d'accepter la réalité. Est-ce que d'autres ici ont ce même souvenir du pantalon rouge, ou est-ce que c'est juste un délire partagé par quelques-uns ? Je jurerais sur tout ce que j'ai que le personnage du Monopoly portait un monocle. Dans mes souvenirs d'enfant, il avait ce petit accessoire accroché à l'œil droit, qui lui donnait un air à la fois riche et caricatural. C'était l'image classique du vieil homme fortuné, le chapeau haut de forme, la moustache blanche et le monocle qui complétaient le portrait. Je me rappelle même avoir fait des dessins du personnage à l'école ou en gribouillant sur des coins de cahiers, et j'ajoutais toujours ce détail sans réfléchir, comme s'il faisait partie intégrante de son apparence. Des années plus tard, quand j'ai découvert que le fameux « Monopoly Man » n'avait en réalité jamais eu de monocle, j'ai eu l'impression que ma mémoire me jouait un tour cruel. Je me revois encore ouvrir une boîte de jeux en pensant vérifier ce détail et être stupéfait de voir son visage dépourvu de tout accessoire oculaire. Le plus étrange, c'est que je ne suis pas le seul. Autour de moi, d'autres personnes partageaient exactement le même souvenir, comme si nous avions tous grandi avec une version légèrement différente du personnage. Je me souviens très bien d'un moment précis, avant la mort de la princesse Diana. Elle avait pris la parole pour dénoncer publiquement l'utilisation des mines antipersonnelles, et dans les médias de l'époque elle semblait presque s'attaquer directement à certains intérêts militaires et politiques.
Je me rappelle avoir pensé que cette prise de position était dangereuse, que cela lui attirerait des ennemis puissants, et je m'étais même dit qu'ils allaient finir par l'assassiner. Cette pensée m'avait marqué, parce que je l'avais ressentie comme une évidence. Puis, à peine une semaine plus tard, j'ai appris sa mort brutale dans un accident de voiture entouré de circonstances troublantes. Ce choc m'a poussé à replonger dans les archives, cherchant sur Internet des articles ou des enregistrements qui confirmaient les propos qu'elle avait tenus à propos d'Emin. Pourtant, à ma grande surprise, je ne retrouvais presque rien. Les traces de ce souvenir semblaient s'être évaporées, comme si le sujet avait été effacé ou soigneusement réduit au silence. J'avais l'impression étrange que mes propres souvenirs entraient en contradiction avec la réalité accessible, et cette dissonance renforçait encore mon sentiment qu'il y avait quelque chose d'occulte derrière toute cette affaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.